Dans l'exercice 19, page 26, nous allons travailler sur l'action d'une enzyme dans la protection d'une bactérie responsable des ulcères de l'estomac. Alors, les premières questions sont censées quand même aller rapidement, vu qu'il s'agit pour la plupart de questions de cours. Dans la question 1, on vous demande donc de préciser la formule des espèces chimiques contenues dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc ça, je vous renvoie à votre cours. Il faut savoir que l'acide chlorhydrique en solution aqueuse, ce sont des ions H3O+, aqueux, des ions chlorure aqueux, et que vu qu'on est en solution aqueuse, il va également nous falloir de l'eau. On nous demande également de calculer la concentration en ion oxonium de ce milieu. Alors, comment calculer la concentration en oxonium? Eh bien, je connais ici le pH. Donc, connaissant le pH, on peut facilement remonter à la concentration en ion H3O+, en se servant de cette relation, 10 puissance moins pH. Je fais l'application numérique. Alors, en 10 puissance moins 2, ça va aller relativement vite, on n'a pas de calcul, donc on le met directement sous forme correcte, 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Dans la question 2A, alors on change un petit peu de thématique, même si on reste dans l'acide base, on vous demande d'écrire la formule semi-développée de l'ammoniac, ici, et de faire son schéma de Lewis. Alors la formule semi-développée, finalement c'est assez rapide, c'est juste NH3. Donc là, c'est vraiment pour vérifier vos connaissances, vérifier que vous connaissez les formules des acides et des bases qu'on vous a demandé d'apprendre. Schéma de Lewis de l'ammoniac, eh bien je commence par écrire ici la formule développée. On sait, parce que vous devez savoir qu'un hydrogène forme une liaison et qu'un azote forme 3 liaisons. Et ensuite, on rajoute les doublés non-liants. Donc, je sais que l'azote possède un doublé non-liant. Dans le petit b, on va exploiter cette formule de Lewis pour justifier le caractère basique de l'ammoniac. Alors, le caractère basique, vous savez qu'il est dû à la présence ici de ce doublé non-liant qui est susceptible d'aller créer une liaison supplémentaire pour l'azote. On écrit le couple acide-base auquel il appartient, donc je sais que NH3 c'est la base. Pour trouver son acide conjugué, il faut que je rajoute un hydrogène. Alors, je vois que NH3 est neutre, je sais que l'acide est plus chargé que la base, donc ici je vais avoir NH4+. Dans le petit c, on va écrire l'équation de l'hydrolyse de l'urée. Alors attention à ne pas foncer à tête baissée, à se penser qu'on est dans un exercice d'acide-base et donc forcément écrire une réaction d'acide-base. Il faut aller un petit peu analyser le document à nouveau. Alors réaction d'hydrolyse, qu'est-ce que je sais de cette réaction de l'urée? Je vois qu'ici, on me parle d'une réaction de l'urée avec l'eau. Alors, hydrolyse, hydro, ça vient de l'eau, et finalement, c'est simplement réaction de l'urée avec l'eau. Et ça forme ammoniac et dioxyde de carbone. Donc là, j'ai repéré des informations dans le texte, il ne me reste plus qu'à les mettre sous forme d'équation. Donc, urée, c'est CH4N2O aqueux. On me dit que ça réagit avec de l'eau. Donc, je vais écrire plus H2O. On me dit que la transformation est non totale, donc je dessine une double flèche. Et on me dit que ça va former de l'ammoniac. Donc ammoniac, on a déjà établi que sa formule était NH3, plus une autre espèce chimique, une dernière espèce chimique, du dioxyde de carbone. Donc ce dioxyde de carbone, vous savez que c'est CO2, qu'on va supposer gazeux, même si là, on n'a pas vraiment de certitude. On vient d'écrire une équation de transformation chimique. Le premier réflexe à avoir est de vérifier qu'il est ajusté. Alors, pour cela, je compte le nombre d'atomes de chaque côté, le nombre d'atomes de chaque espèce. Donc, je vois qu'ici, j'ai un carbone, 4 et 2, 6 hydrogènes. Ah, attention, je n'en ai que 3. 2 azotes, je n'en ai qu'un. Et 1 et 2 oxygènes, et j'en ai 2 ici. Donc il va falloir que je joue sur l'azote et les hydrogènes, et on s'aperçoit qu'en mettant simplement un 2 en coefficient stoichiométrique devant l'ammoniac, j'ai bien 2 azotes, comme ici, et j'ai 2 fois 3, 6 hydrogènes, comme C2 plus C4. Donc voilà pour la question C. Dans la question D, on va écrire l'équation de la réaction acide-base entre l'ammoniac et l'ion oxonium, sachant que c'est une transformation totale. Alors là, pour le coup, acide-base, donc je connais le chemin, si je puis dire. Je vais écrire les couples acido-basiques. Alors j'ai déjà écrit tout à l'heure NH4+, NH3.
Le deuxième couple, c'est le couple de l'eau, vu que c'est le oxonium acide H3O+, et sa base conjuguée, l'eau. Comme on a fait les fois précédentes, je fais réagir une base avec un acide, ça va donner la base conjuguée de cet acide et l'acide conjugué de la base. J'écris ça, j'écris donc cette réaction, NH3 aqueux plus H3O+ aqueux. La transformation est totale flèche simple, qui va donc donner l'acide conjugué de la base plus la base conjuguée de l'acide. Donc voilà pour mon équation. On vous demande d'expliciter l'effet qu'a la libération de l'ammoniac par la bactérie sur le pH de la solution qui l'entoure. Deux voies de réponse. La première, c'est dire que l'ammoniac est une base et que libérer une base, ça va nécessairement augmenter le pH. Autre voie de réponse qui vient ici de l'observation de cette équation qu'on vient de vous faire écrire, l'effet, alors qui est induit par rapport à la première réponse, mais qui pourrait tout à fait servir de justification. Je vois que le fait de libérer une base va surtout permettre de consommer des ions H3O+. Si je consomme des ions H3O+, leur quantité de matière diminue, donc le pH augmente. Deux justifications qui finalement arrivent à la même conclusion, c'est assez logique. Et enfin, dernière question, qui est un petit peu l'aboutissement de tout ça. On vous explique que l'enzyme sécrétée par la bactérie est en fait une association de l'uréase avec d'autres entités chimiques. Il n'y a pas que l'uréase. Et on vous demande de préciser, de justifier ce document B, comment il illustre le fait que l'uréase seul ne peut pas agir dans l'estomac. Donc il faut partir d'un constat, c'est que cette bactérie est responsable d'ulcères, donc elle vit dans l'estomac. Or, apparemment, d'après l'énoncé, c'est assez surprenant. On essaie de comprendre comment elle réussit à survivre dans un milieu très acide. pH égale 2, c'est pas forcément très compatible avec la vie en ce qui concerne une bactérie en tout cas. Alors on pourrait se dire qu'elle se protège grâce à cette action de l'enzyme qui va dégrader ici l'uréase, ce qui va avoir pour effet de libérer NH3, ce qui va avoir pour effet de consommer H3O+, et donc d'augmenter le pH. Et la bactérie se retrouve avec autour d'elle un pH qui n'est plus aussi acide que celui de l'estomac. Donc l'hydrolyse de l'urée par l'uréase de la bactérie a pour effet d'augmenter le pH. Or, que constate-t-on dans le document B? On constate qu'à pH égale 2, ici, l'activité de l'uréase est nulle. L'uréase, en gros, entre guillemets, ne peut pas fonctionner à pH égale 2, ne peut pas opérer cette hydrolyse de l'urée. Donc ça veut dire que si la bactérie n'avait que de l'uréase, elle ne pourrait pas dégrader l'urée, elle ne pourrait donc pas augmenter le pH, ce qui signifie que effectivement, il y a bien d'autres entités chimiques qui s'associent avec l'uréase de façon à ce que la bactérie puisse vivre dans un milieu aussi acide. Donc je résume d'après le document B, l'uréase ne peut pas hydrolyser l'urée et donc diminuer le pH lorsqu'elle se situe à un pH de 2, ce qui signifie que l'uréase est forcément associée à d'autres entités pour permettre à la bactérie de survivre dans ce milieu acide.